RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Valérie Gasse. Bonsoir Roselyne. Ensemble, nous recevons Franck Riester, ministre chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Bonsoir à vous et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors le brouillard est toujours épais en direction de London. S'il y a un no deal, est-ce que ça va affaiblir notre croissance extérieure, Franck Riester ? Oui, on préférerait qu'il y ait un accord, mais pas un accord à n'importe quel prix. Et c'est toute la lettre de mission du négociateur Michel Barnier, depuis le départ, par les 27, pour faire en sorte que nous puissions avoir un accord avec les Britanniques, mais pas à n'importe quel prix. Pas au prix d'une concurrence déloyale, pas au prix d'un sacrifice de la pêche, pas au prix d'une gouvernance qui ne nous permettrait pas, en cas de non-respect de l'accord par les Britanniques, de pouvoir, nous, membres de l'Union européenne, réagir à la hauteur de ce qui serait nécessaire pour protéger nos entreprises. Et donc, nous mobilisons beaucoup d'énergie, Michel Barnier mobilise beaucoup d'énergie pour qu'il y ait un accord. On espère qu'il y aura encore un accord là dans les tout prochains jours ou toutes prochaines heures, mais aujourd'hui, on ne transigera pas sur la pêche, sur la concurrence loyale et sur la gouvernance de notre accord futur. Franck Riester, on a appris tout à l'heure que Londres acceptait de retirer les dispositions de son projet de loi qui bloquait notamment sur l'Irlande du Nord. Est-ce que vous y voyez quand même un signe encourageant ? Oui, tout à fait, c'est un signe encourageant. Après, je rappelle quand même que c'était un accord signé par les Britanniques. Pour la partie retrait, il y a deux parties, la partie retrait et ensuite l'accord futur. Sur l'accord de retrait, il y a eu un accord entre les Britanniques et l'Union européenne, et les Britanniques avaient, dans leur projet de loi, pris la décision de modifier cet accord, alors même qu'il venait d'être signé. Donc là, ils reviennent sur cette intention qui n'était pas acceptable pour nous. Tant mieux, c'est de bon augure. Je le prends comme un signe positif. Pour autant, ça ne remet pas en cause notre détermination pour l'accord de relations futures. Ça ne remet pas en cause notre détermination à protéger nos pêcheurs, faire en sorte qu'il y ait une concurrence loyale entre Britanniques et Européens et que l'organisation de cette relation soit très claire et nous permette, le cas échéant, de protéger nos entreprises. Ce sont vos lignes rouges, les conditions sur lesquelles vous ne dérogerez pas pour que cet accord puisse être, tout à l'heure, ça a été dit, opérationnel pleinement au 1er janvier. C'est possible ça encore et avec quelles conditions pour la France ? Oui, c'est-à-dire, c'est simple à comprendre, c'est qu'on a envie d'un accord, on pense que c'est une bonne chose pour l'Union européenne et pour les Britanniques, on a un intérêt à ce qu'il y ait un accord, mais si c'est pour avoir un accord qui ensuite nous mette dans une situation de concurrence déloyale avec les Britanniques et fragilise nos entreprises sur le moyen et long terme, eh bien ça aurait été une mauvaise décision. Donc on sait bien que pour nos entreprises, notamment les entreprises exportatrices, c'est un enjeu très important, c'est un enjeu très important pour nos pêcheurs. Donc on se bat pour qu'il y ait, on se mobilise, on fait tout pour qu'il y ait un accord, mais il y a des lignes, les lignes de la concurrence loyale sur le long terme, le fait que nous puissions permettre à nos bateaux de pêche de pouvoir continuer d'aller dans les eaux britanniques pour pêcher, le fait que si jamais il y a un différend avec les Britanniques, nous puissions avoir des outils de défense, de réponse à cette pratique qui serait dans l'avenir contre-productive pour nos entreprises. Or, ces points-là, pour l'instant, ne sont pas réglés dans la négociation. C'est la raison pour laquelle Michel Barnier a dit qu'il était pessimiste, en tout cas que les chances d'un accord sont de plus en plus faibles, mais il faut rester déterminé. Il faut rester déterminé à la fois à avoir un accord, mais pas un accord à n'importe quel prix. Alors Franck Riester, quelle est la part de croissance en moins que l'on imputera au Brexit, concrètement ? Écoutez, ça devrait être. Il y a un impact potentiel, mais il y a aujourd'hui des chiffres qui restent assez faibles en impact pour l'Union européenne. Je rappelle que la part des exportations européennes en Grande-Bretagne représente 8%, c'est-à-dire 8% des exportations européennes
sont des exportations en Grande-Bretagne, alors même que c'est presque 50% des exportations britanniques vers l'Union européenne. Et donc on voit bien qu'il y a une fragilité des Britanniques beaucoup plus forte à un Brexit dur, à un no deal, que pour les Européens. Mais il y aura un impact pour les Européens qui est considéré comme existant, mais limité. Pour autant, on se mobilise sur tout un certain nombre de secteurs d'activité. Je pense à l'agroalimentaire, je pense aux vins et spiritueux, qui sont tout particulièrement fragilisés s'il n'y a pas d'accord. Je rappelle que, accord ou pas accord, les règles de fonctionnement et d'échange entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne évolueront. Il y aura, par exemple, demain, quoi qu'il arrive, au 1er janvier 2021, des normes qui seront à respecter, des contrôles douaniers à respecter qui seront beaucoup plus stricts qu'ils ne l'étaient quand il y avait un marché unique. Et donc, on voit bien que, de toute façon, il y a une rupture avec le Brexit. C'est la raison pour laquelle les services de l'État se mobilisent pour informer les entreprises. Et s'il y a des chefs d'entreprise qui nous regardent, notamment exportateurs, je les invite à se rapprocher de la Team France Export, de leurs interlocuteurs à l'exportation ou des douanes pour avoir tous les renseignements actuels qui ne changeront pas s'il y a un accord ou pas d'accord, notamment en matière de contrôle douanier. Alors, très vite, avant de passer à la politique française, Donald Trump avait déclaré la guerre à l'Union européenne. Avec son successeur Joe Biden, il y aura bien sûr des conflits commerciaux dans le cadre d'alliés à alliés, mais on peut imaginer qu'il ne suivra pas le chemin tracé par Trump contre l'Europe. Écoutez, oui, il y a eu des signaux très positifs d'envoyés par Joe Biden, le fait qu'il souhaitait réintégrer les différentes instances multilatérales. Je pense à l'OMS par exemple, le fait qu'il ait pris la décision de réintégrer l'accord de Paris. Je pense qu'en termes d'environnement, c'est évidemment essentiel. Et qu'il souhaite renouer des liens plus forts avec les Européens va aussi dans le bon sens. Après, pendant l'administration Obama, il y avait déjà eu des tensions fortes commerciales avec l'Union européenne. Je pense par exemple à ces règles extraterritoriales du droit, qui fait que les États-Unis ont empêché des entreprises, par exemple, d'exporter en Iran. Et ce genre de pratiques sont aujourd'hui inacceptables, et on le dira d'une façon très franche à l'administration Biden, à Joe Biden. Mais pour autant, nous souhaitons, nous Européens et nous Français, rebâtir une relation apaisée avec les Américains. Nous avons besoin d'entretenir cette relation transatlantique forte, sans naïveté, avec détermination, en faisant en sorte d'être traités d'égal à égal par les Américains. Mais nous avons des motifs d'espoir, d'espérance avec l'arrivée de l'administration Biden, en effet. Franck Riester, hier, nous avons appris de mauvaises nouvelles de la bouche de Jérôme Salomon. La baisse des contaminations de Covid stagne et on n'est pas du tout à la barre des 5000 contaminations quotidiennes qui avaient été fixées par Emmanuel Macron pour permettre un assouplissement le 15 décembre encore du confinement. Est-ce que cette barre n'avait pas été fixée trop basse par le président de la République et est-ce qu'on peut, ne serait-ce qu'envisager, de ne pas laisser les Français passer des fêtes dans de meilleures conditions qu'actuellement ? Écoutez, d'abord, les décisions qui sont prises par le Conseil de défense, par le gouvernement, sont des décisions qui sont discutées avant avec des scientifiques, avec des épidémiologistes, avec des médecins, avec des scientifiques. Et ces niveaux de nouveaux cas sont des critères qui sont pris en compte pour voir la dynamique de circulation du virus. Et donc c'est pour ça que ces chiffres ont été évoqués. Alors maintenant, il y aura un conseil de défense demain qui évoquera ce sujet-là. On verra les décisions qui seront prises. Je crois qu'elles seront annoncées jeudi. Nous avons évidemment la volonté de faciliter le Noël en famille, mais en étant très clair sur le fait que, on l'a toujours été, qu'on devait toujours avoir en tête de la prudence, du respect des gestes barrières, quoi qu'il arrive. Alors maintenant, avec les derniers chiffres, qui sont les chiffres qui seront à la connaissance à peu près du le Conseil double de la défense, barre des 5 000. avec les derniers échanges avec les derniers échanges qui seront réalisés lors du Conseil de défense, le gouvernement prendra ses responsabilités d'aller plus loin dans le dispositif de déconfinement ou pas, en fonction, encore une fois, de la circulation du virus. On évoque un couvre-feu à 17h. Après tous les efforts qui ont été faits par les Français, on ne peut pas, avec tous les efforts qui ont été faits par les Français, par des décisions de relâchement trop importantes, prendre le risque d'avoir une troisième vague très vite et très forte.
Donc je fais confiance à celles et ceux dans le Conseil de défense pour prendre la meilleure décision en fonction de tout Franck Esser, vous avez été ministre de la Culture. L'ouverture des salles de spectacle, des cinémas, c'est une des promesses d'Emmanuel Macron pour le 15 décembre. Est-ce qu'un retour en arrière sur cette annonce ne serait pas vraiment contre-productif et très difficile à accepter? Non. Le président de la République et c'est une des mesures qui est envisagée. On donnait de la visibilité. Oui, tout à fait. Donc, on donnait de la visibilité aux acteurs en fonction d'une évolution souhaitée de la circulation du virus. S'il y a une modification de l'évolution des circuits du virus, de circulation du virus, il faut à ce moment-là peut-être prendre des décisions différentes. Je ne sais pas ce que sera la décision du Conseil de défense. Bien évidemment qu'à la fois les questions de relations familiales et de fêtes de fin d'année est prise en compte. Le fait de pouvoir permettre à un certain nombre de secteurs d'activité de pouvoir retrouver une activité, et je pense bien sûr au secteur de la culture qui est si sinistré, si touché par cette crise sanitaire, est aussi pris en compte. Maintenant, c'est cet équilibre difficile entre préoccupations sanitaires et préoccupations économiques ou préoccupations familiales qui sont pris en compte et qui se forment un équilibre qu'on essaye d'avoir le plus juste possible pour préserver la santé de nos compatriotes, préserver l'économie et préserver le cadre social le plus sympathique possible dans ces moments de fête que sont les fêtes de fin d'année. C'est vrai que les dates qui avaient été données, le 15 janvier notamment, étaient des promesses circonstanciées, on va dire. Demain est présenté au Conseil des ministres le projet de loi contre le séparatisme, rebaptisé « Loi confortant les principes républicains ». Alors certains reprochent au gouvernement de ne pas nommer les choses, ni le mot islamisme, ni séparatisme. Pourquoi cette prudence dans le fond? Et j'ajouterais que le défi, c'est que cette loi, en quelque sorte, ressemble au discours de mots. C'est-à-dire c'est du passage des mots aux actes. Et c'est ça qui va être compliqué. C'était le discours des Mureaux qui était un discours fort du président de la République où il a annoncé ce projet de loi. Il n'a absolument pas été dans le déni, il a dit les choses, il a utilisé les mots de terrorisme islamiste, de radicalisation islamiste. Il l'a dit, on lutte contre le séparatisme, c'est-à-dire ceux qui veulent diviser les Français entre eux, séparer certains Français vis-à-vis des autres. Et donc, il n'y a absolument aucun déni, au contraire. Et ce texte est un texte ambitieux qui va permettre de trouver des solutions concrètes à court terme sur les mosquées, sur les associations cultuelles, sur la pression que subissent un certain nombre de Français, notamment des fonctionnaires par des personnes qui veulent mettre de la pression séparatiste sur ces fonctionnaires. C'est la protection des femmes, c'est la protection des enfants qui ont le droit aussi d'aller à l'école républicaine. C'est la protection des femmes avec cette interdiction, par exemple, de recourir à un certificat de virginité par les médecins. Bref, toute une série de mesures très concrètes et qui va changer radicalement les choses par rapport à la situation préexistante. C'est une ambition forte du président de la République, lors du discours des Mureaux, qui a été renforcée encore, cette conviction avec les attentats que nous avons eus. Bref, il y a des réponses concrètes à la clé, sans déni, mais avec la détermination d'agir. Oui, mais vous savez bien que le principe de la démocratie, c'est l'élaboration d'un compromis et il va falloir faire des compromis. On le voit déjà sur l'interdiction, sur l'obligation d'aller à l'école à 3 ans. On voit déjà qu'on lâche un peu du lest dans une période où la question des libertés individuelles sont quand même pointées du doigt. Donc, prudence. Non, détermination et prise en compte des remarques des institutions, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État. Bien sûr, il y aura une discussion au Parlement et le Parlement jouera son rôle. Et le texte qui est préparé par le gouvernement sera modifié par le Parlement. J'ai été parlementaire pendant 12 ans, député pendant 12 ans. Je sais l'importance du rôle du Parlement pour finaliser une loi, l'améliorer, la transformer. Mais les grands axes de cette loi sont importants
importants et resteront dans cette loi parce que la majorité est mobilisée pour ça. Pour autant, il y aura des discussions avec le Sénat, avec l'Assemblée nationale. C'est ça la vie parlementaire, c'est ça la vie démocratique. Est-ce qu'il n'y a malgré tout pas la volonté de ne pas provoquer une nouvelle fois une vague d'animosité, notamment aussi à l'étranger? Les propos d'Emmanuel Macron au Murau et après à l'hommage pour le professeur décapité Samuel Paty avaient provoqué une vague anti-française dans les pays musulmans. Vous êtes allé en Jordanie et dans les Émirats arabes unis. Est-ce qu'il y a aussi cette préoccupation de ne pas employer des mots qui irritent encore plus? Et est-ce que cette loi ne peut pas redéclencher ça? Non, on n'est pas dans cette réflexion-là. Clairement, on a une situation française avec une réponse française. Nous avons besoin de lutter contre le terrorisme, on a besoin de lutter contre les extrémistes qui veulent diviser les Français entre eux. Bien. Et donc on fait une loi qui permet d'avoir un certain nombre d'outils au service de cette lutte contre ces personnes qui veulent diviser, séparer les Français entre eux. Ensuite, évidemment, on veut expliquer notre politique quand elle est aujourd'hui décrite d'une façon fausse, quand elle est déformée par un certain nombre de réseaux radicaux, par un certain nombre de réseaux qui ont effectivement manipulé les propos du président de la République, manipulé le débat qu'il y a en France pour attaquer la France. C'est ce qu'a fait le président de la République dans les médias, c'est ce qu'a fait Jean-Yves Le Drian aussi, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères dans les médias et en se rendant par exemple au Maroc et en Égypte. C'est ce que j'ai fait en me rendant en Jordanie, c'est ce que je vais faire en me rendant dans quelques jours en Indonésie pour expliquer que la France, bien sûr, respecte l'islam, que les musulmans sont des citoyens à part entière, évidemment, dans notre pays, qu'ils ont la liberté de pratiquer leur culte comme n'importe quel pratiquant de culte en France. Il y a la laïcité, c'est le respect des convictions de chacun. Et pour autant, nous sommes déterminés à nous protéger du terrorisme et à lutter contre ces extrémistes qui veulent diviser les Français entre eux. Comment vous expliquez, Franck Riester, que cette notion de laïcité très française, d'ailleurs, dans la laïcité, il y a ce qu'on appelle les laïcards, c'est-à-dire les plus durs, et puis ceux qui seraient un peu les plus mous. Donc la laïcité, ça englobe beaucoup de choses. Comment vous expliquez cette notion au sein même de la France est compliquée, mais encore plus à l'étranger? Oui, parce que nous avons effectivement dans nos valeurs la liberté d'expression qui passe notamment, c'est pas seulement, mais notamment par la liberté de caricaturer et que ces caricatures de représentation humaine de Dieu en s'en moquant est quelque chose qui n'est pas compris par un certain nombre de musulmans en l'occurrence dans le monde. On respecte qu'ils puissent être choqués, mais ça ne doit pas conduire à de la haine ou évidemment à du terrorisme. Merci Franck Riester d'avoir été l'invité de Mardi Politique. On arrive à la fin de cette émission. À bientôt. Merci. Merci beaucoup et merci à Charlotte Urien-Tomaca et à Camille Néran pour avoir préparé cette émission et merci à toute l'équipe technique. À très vite. Merci Monsieur le Ministre.